Bonjour à tous, et bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Un homme passe 2 mois à planifier la demande en mariage parfaite. 8 000 $ pour une bague. Toute sa famille est là, sa mère est émue aux larmes, son père affiche un grand sourire, la maison sent Noël. Il se met à genoux, ouvre son cœur, et sa petite amie lui crache au visage. Devant tout le monde. À cause de la taille de la bague. Oui, vous avez bien entendu. Mais le plus dingue, c'est que ce n'est même pas le pire. Parce que ce qui suit est carrément une leçon magistrale sur la façon dont une seule personne peut détruire complètement sa propre vie, une décision catastrophique à la fois. Tromperie, 2 arrestations, des pâtisseries utilisées comme armes, oui, j'ai bien dit ça. Restez avec moi, parce que cette histoire part dans des directions que je n'avais absolument pas vu venir. Attachez votre ceinture, prenez votre boisson, et c'est parti. Ma petite amie m'a craché au visage quand je l'ai demandé en mariage devant toute ma famille à Noël, en disant « Burke, cette bague est petite et pathétique, tout comme toi. » Alors je l'ai quittée sur le champ, et maintenant elle me supplie de revenir. J'ai 29 ans, et j'étais avec ma petite amie Aurora, 28 ans, depuis 3 ans. Je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'un ami commun quand j'avais 26 ans. Elle portait une robe d'été. Je pensais que c'était la plus belle femme que j'ai jamais vue. On a tout de suite accroché. On a parlé pendant des heures de tout et de rien. Elle m'a donné son numéro. On a commencé à sortir ensemble une semaine plus tard. Aurora a emménagé dans mon appartement après 6 mois. Elle disait que son bail se terminait et que c'était plus logique financièrement. Sauf que financièrement, pour elle, oui. Moi, je payais le loyer, les factures, les courses, tout. Elle avait un boulot dans une boutique du centre-ville, à temps partiel, gagnant peut-être 15 $ de l'heure. Mais somehow, tout son salaire disparaissait dans des vêtements, des ongles, des rendez-vous chez le coiffeur, des déjeuners avec ses amis. Moi, je payais chaque dîner quand on sortait. J'ai payé son assurance voiture quand elle m'a dit qu'elle était à court d'argent un mois, puis le mois suivant, puis c'est devenu ma facture. Chaque fois que j'en parlais, elle se mettait sur la défensive. Elle disait que j'étais contrôlant. Que si je l'aimais vraiment, je ne compterais pas. Elle disait que son travail ne payait pas bien et que moi, je gagnais bien ma vie. Donc où était le problème? Je l'aimais. Je me disais que ça finirait par s'équilibrer, qu'une fois qu'elle aurait un meilleur boulot ou qu'on serait mariés, tout rentrerait dans l'ordre. Ce qui nous amène à la veille de Noël. Je préparais cette demande en mariage depuis 2 mois. J'avais trouvé un bijoutier grâce à un collègue et choisi ce que je pensais être la bague parfaite. Pas le plus gros diamant du magasin, mais de qualité. Une bonne taille, une bonne clarté. Le genre de bague qui dit « je t'aime » sans être inutilement tape à accent grave l'œil. 2 mois de salaire, 8 200 $ après taxes, financement et la garantie stupide que j'ai achetée. C'est ce que j'ai dépensé. De l'argent qui aurait pu servir d'apport pour une maison, ou une nouvelle voiture, ou n'importe quoi d'autre. Mais je voulais qu'elle se sente spéciale. Je voulais que ce moment soit parfait. Ma famille organisait le dîner du réveillon de Noël. Ma mère avait cuisiné son fameux rôti de bœuf. Mon père racontait ses habituelles histoires de fêtes que tout le monde avait déjà entendues 1000 fois mais qui faisaient toujours rire. Ma sœur Kelsey et son mari jouaient avec leurs enfants près du sapin. La maison sentait la cannelle, le pain et tout ce qu'il y a de beau dans les fêtes. Tout semblait parfait. J'ai attendu après le dîner, quand tout le monde était rassemblé dans le salon. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti la boîte de la bague. J'avais répété ce moment dans ma tête 100 fois. Je savais exactement quoi dire. Aurora, ai-je dit en m'agenouillant, je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? La pièce est devenue complètement silencieuse. Tout le monde souriait, téléphone en main, prêt à capturer le moment. Ma mère avait la main sur le cœur. Mon père souriait. Kelsey semblait sur le point de pleurer de joie. Aurora a regardé la bague, puis moi, et son visage a pris une expression que je n'avais jamais vue. Quelque chose entre le dégoût et la colère pure, comme si je venais d'insulter toute sa famille. « Tu es sérieux, là ?» a-t-elle dit. Pas vraiment la réponse que j'espérais. Comment ça? Cette bague, tu te moques de moi. Mon cerveau a bugué une seconde. Quoi? Elle est petite. Petite? Aurora, c'est une bague à 8 200 $. Pas pour une bague de fiançailles. Mon ami Ashley a eu une bague bien plus grosse l'année dernière, et toi tu m'offres ça comme si je devais être reconnaissante? Je suis resté là, à essayer de comprendre ce qui se passait. La pièce était toujours silencieuse, mais cette fois c'était un silence gênant. Celui où tout le monde se demande s'il doit intervenir ou faire semblant de ne rien entendre. Ma mère avait l'air choquée. Le sourire de mon père avait disparu. La bouche de Kelsey était littéralement ouverte. Aurora, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a regardé avec un pur dégoût. Puis elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle s'est penchée et m'a craché au visage. Voilà ce que je pense de ta bague cheap et pathétique. Le silence est devenu glacial. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Ma mère a même laissé échapper un cri. J'ai entendu les enfants de ma sœur arrêter de jouer, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis resté là, avec de la salive qui coulait sur ma joue, tenant toujours la boîte de la bague. Quelque chose en moi a craqué. 3 ans à financer sa vie.
3 ans à me faire dire que j'étais contrôlant pour vouloir du respect. 3 ans à tout payer pendant qu'elle dépensait son argent comme elle voulait. Et maintenant ça, devant toute ma famille. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Tu sais quoi, ai-je dit, d'une voix parfaitement calme. C'est fini. Le visage d'Aurora est devenu pâle. Quoi? C'est fini. Fais tes affaires et quitte mon appartement. Tu ne peux pas juste me quitter comme ça. Je viens littéralement de le faire. Sors. Elle a regardé autour d'elle, comme si quelqu'un allait la défendre. Personne n'a bougé. Ma mère la regardait avec mépris. Mon père semblait prêt à la jeter dehors lui-même. Ma sœur Kelsey secouait la tête, incrédule. Le choc d'Aurora s'est transformé en rage. Très bien, a-t-elle dit en haussant la voix. Tu veux la vérité? Je suis toujours amoureuse d'Oliver, mon ex, celui dont je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Il est 10 fois plus homme que toi. Lui, il sait comment traiter une femme. Il ne compte pas. Il ne me fait pas me sentir cheap. La pièce est devenue encore plus silencieuse, si c'était possible. Je le vois depuis des mois. Et tu sais quoi? Je vais le rejoindre tout de suite. Il voulait que je revienne avec lui, et je disais non parce que je pensais que tu allais te reprendre. Mais ça? Elle a fait un geste vers la bague. C'est pathétique. Tu es pathétique. Elle a attrapé son sac et son manteau, puis s'est dirigée vers la porte. Mon père s'est levé comme s'il allait dire quelque chose, mais ma mère a posé sa main sur son bras. Aurora s'est arrêtée à la porte, s'est retournée une dernière fois vers moi et a dit « Oliver m'aurait offert la bague que je mérite vraiment ». Puis elle est sortie. Elle n'a pas claqué la porte, elle l'a simplement refermée doucement derrière elle. Le silence qui a suivi était le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Mon père a posé sa main sur mon épaule. Ma mère avait l'air de vouloir courir après Aurora pour se battre avec elle dans l'allée. Kelsey, elle, avait déjà ouvert les réseaux sociaux d'Aurora sur son téléphone, prête à chercher des informations. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans mon appartement, entouré des affaires d'Aurora, repensant à tout ce qu'elle avait dit. Elle me trompait depuis le début, au moins 6 mois, peut-être plus. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être triste et j'ai commencé à être en colère. Le lendemain de Noël, je me suis réveillé dans mon appartement, toujours entouré de ses affaires. 3 ans d'accumulation de choses appartenant à quelqu'un qui ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Je lui ai donné jusqu'à midi pour venir récupérer ses affaires. Je lui ai envoyé un message court et direct, « Tu as jusqu'à midi pour venir récupérer tes affaires. » Après ça, je les mets dehors. Elle n'a pas répondu. À 12h30, j'ai commencé à tout emballer. Tout ce qu'elle avait laissé chez moi en 3 ans. Vêtements, chaussures, maquillage, bijoux, livres, tout. J'ai commencé à tout jeter par la fenêtre de mon appartement du 2e étage, dans le parking en dessous. Des robes sont tombées dans des flaques de neige fondue. Des chaussures se sont dispersées sur l'asphalte. Le sac de créateur que je lui avais offert pour son anniversaire est tombé en plein dans une flaque d'eau sale. On était le 26 décembre. Froid. Humide. Le temps parfait pour ruiner les affaires de quelqu'un. À 14h, tout était éparpillé dans le parking, comme si la vente de garage la plus chère du monde avait explosé. J'ai pris une photo et je lui ai envoyé avec un message, « Tes affaires sont dehors. Tu as 1 heure avant que je les donne à quiconque voudra les récupérer. » 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. « Aurora, tu es folle? Tu ne peux pas jeter mes affaires comme ça. » Déjà fait. Ce sont des objets de valeur. Dépêche-toi alors. Il recommence à neiger. Oliver est avec moi. Il va te faire regretter ça si tu ne rentres pas tout de suite mes affaires à l'intérieur. J'ai ri. J'aimerais bien voir ça. Je t'attends ici. Elle a raccroché. 30 minutes plus tard, une vieille Ford Focus cabossée est entrée dans le parking. Aurora en est sortie, accompagnée d'Oliver, j'imagine. Il était exactement comme je l'imaginais. Un accro de la salle de sport. T-shirt moulant, bras gonflés à force de soulever des poids plus que de réfléchir. Le genre de type qui se filme en train de s'entraîner avec des légendes sur la discipline et le hustle. Aurora avait mauvaise mine. Cheveux en désordre, pas maquillée, portant les mêmes vêtements que la veille. Elle a trébuché en sortant de la voiture, plissant les yeux sous le soleil d'hiver comme si ça l'agaçait personnellement. Elle a couru vers ses affaires éparpillées, poussant des cris dramatiques comme si quelqu'un avait tué son chien. Oliver s'est approché de moi, torse bombé, adoptant cette posture de dur que les gars comme lui répètent devant leur miroir. « T'as un problème, mec ? Je fais le ménage. » Son visage est devenu rouge. « Tu traites Aurora de déchet ? Si la chaussure te va. D'ailleurs, il y en a une dans cette flaque là-bas. » Il s'est rapproché. Je n'ai pas bougé. Nous étions à environ 1,50 m l'un de l'autre, assez proches pour que je sente son parfum bon marché. « Oliver, aide-moi juste à charger la voiture », a appelé Aurora, les bras remplis de vêtements mouillés. Mais Oliver était maintenant lancé dans son rôle de dur. Aurora regardait. Il devait jouer son rôle. Non. Ce type doit apprendre le respect. On ne traite pas les femmes comme ça. Vraiment? Tu vas avoir des problèmes si tu ne la fermes pas. Aurora avait arrêté de ramasser ses affaires. Elle regardait, avec un air excité, comme si elle attendait un spectacle. « Fais-le, bébé », a-t-elle dit. « Donne-lui une leçon. » Et c'est là qu'Oliver a fait son erreur. Il a réellement essayé de me frapper.
Je m'y attendais. Les types comme lui sont prévisibles. Ils télégraphient leurs coups. Trop d'élan, trop évident. J'ai esquivé, et son poing est passé à côté de mon visage, le déséquilibrant complètement. Avant qu'il ne puisse se reprendre, j'ai attrapé son bras et tiré fort vers l'avant, utilisant son propre élan contre lui. Il a trébuché, les bras s'agitant. Je ne lui ai pas laissé le temps de se rattraper. J'ai avancé et enfoncé mon épaule dans sa poitrine, le repoussant en arrière, tout en crochetant sa cheville avec mon pied. Oliver est tombé lourdement sur le bitume. Le bruit de son dos frappant le sol était satisfaisant. Il a essayé de se relever immédiatement, son ego de mec de salle reprenant le dessus. Mais alors qu'il se redressait sur ses mains et ses genoux, j'étais déjà en mouvement. J'ai attrapé l'arrière de sa tête et j'ai frappé son visage contre le sol. Pas de toutes mes forces, mais suffisamment fort. Son nez a fait un craquement. Le sang a immédiatement commencé à couler sur l'asphalte. « Reste à terre », ai-je dit. « Oliver », a crié Aurora. Je me tenais au-dessus de lui, respirant fort mais de manière contrôlée. Oliver faisait des bruits gargouillants, humides, ses mains portées à son visage. Le sang coulait entre ses doigts. Son nez gonflait déjà, tordu selon un angle qui n'avait rien de naturel. « Tu lui as cassé le nez », criait Aurora en courant vers lui. Je me suis défendu. Pas mon problème. Il fait le malin, mais il ne sait pas se battre. Tu es un monstre. Il m'a attaqué sur ma propriété. Ça s'appelle de la légitime défense. Tu devrais peut-être l'emmener à l'hôpital, par contre. Son nez a l'air en mauvais état. Oliver essayait de se relever, mais n'arrivait pas à coordonner ses mouvements. Il n'avait plus aucune combativité. Il restait assis sur le sol, le sang coulant entre ses doigts, l'air prêt à s'évanouir. Aurora tentait de l'aider à se relever, mais il était lourd comme un poids mort. « Monte dans la voiture », dit-elle. « Monte, bébé. » Elle l'a presque traîné jusqu'à la Ford Focus. Il s'appuyait lourdement sur elle, trébuchant, laissant une traînée de gouttes de sang sur le parking. Elle a ouvert la porte passager, l'a poussé à l'intérieur, puis a couru du côté conducteur. La voiture a démarré en trombe, quittant le parking, laissant la plupart de ses affaires éparpillées dans la neige. Je suis rentré, je me suis lavé les mains, j'ai fait du café et je me suis assis pour regarder le parrain. 3 heures plus tard, elle est revenue. Seule, cette fois. Je regardais par la fenêtre quand sa voiture s'est arrêtée. Elle est sortie et est restée immobile un moment, regardant ses affaires ruinées dans le parking. Puis elle a commencé à les ramasser, en pleurant, faisant plusieurs allers-retours vers sa voiture. Elle avait l'air épuisée, toujours avec les mêmes vêtements, le maquillage étalé par les larmes. Au 3e voyage, elle a levé les yeux vers ma fenêtre et m'a vu en train de regarder. C'est là qu'elle a craqué. Elle a attrapé une robe mouillée et l'a lancée contre mon immeuble, puis une chaussure, puis un livre. Elle tenait un de ses talons hauts, gesticulant vers ma fenêtre, en criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers la vitre. J'ai appelé la police. Bonjour, j'ai besoin d'agents aux appartements Riverside, rue Oak. Mon ex-petite amie est en train de détruire ses propres affaires dans le parking et de provoquer un trouble. Aurora était passée de jeter ses propres affaires à lancer tout ce qu'elle trouvait, des pierres du jardin, un morceau de bois. Elle était complètement hors de contrôle, toujours en train d'agiter ce talon en criant. Une voiture de police est arrivée en moins de 5 minutes. 2 agents en sont sortis. Aurora les a vus et a immédiatement essayé de se ressaisir. Elle s'est redressée, s'est essuyé le visage, essayant de paraître normale. « Madame, nous avons reçu un appel pour un trouble. Cet homme. » Elle a pointé vers ma fenêtre avec la chaussure encore à la main, mais dans la mauvaise direction. Il a jeté toutes mes affaires dehors et a attaqué mon petit ami. Les policiers ont échangé un regard. L'un d'eux s'est approché. « Madame, vous allez bien ? Vous avez l'air mal. »« Je vais bien. Je suis juste contrarié parce que... »« Madame, est-ce que ces affaires vous appartiennent ? » ?»« Oui. » Il a tout jeté. « Donc vous troublez l'ordre public à cause de vos propres affaires, qui se trouvent sur une propriété privée. Il ne peut pas jeter mes affaires. Si vous n'habitez pas ici, il peut. Vous devez ramasser vos affaires et partir, sinon nous devrons vous verbaliser pour trouble à l'ordre public. » Aurora tremblait, la fatigue mêlée à la rage. Elle regardait sans cesse les policiers puis ma fenêtre. Tout est de sa faute. C'est lui qui devrait être arrêté. Elle gesticulait dans tous les sens, la chaussure toujours à la main. « Madame, vous devez vous calmer et ramasser vos affaires. »« Je suis calme, » cria-t-elle, ce qui n'a évidemment pas aidé. Un des policiers s'est approché, la main tendue comme pour apaiser un animal effrayé. « Madame, vous allez devoir poser cette chaussure et respirer. Je n'ai pas besoin de me calmer. J'ai besoin qu'il soit arrêté. » L'agent a tendu la main vers son bras. « Madame, discutons calmement. » Et c'est là qu'Aurora a complètement perdu le contrôle. Elle a retiré son bras brusquement et a poussé le policier violemment à la poitrine avec les 2 mains. Tout s'est arrêté. Le policier qu'elle avait poussé a regardé sa poitrine, puis son collègue, puis Aurora. « Madame, vous venez d'agresser un agent de police. Tournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos. »« Quoi ? Non, il me touchait. Je me défendais. Tournez-vous, maintenant. » C'était de la légitime défense. Mais même en le disant, on voyait la réalité s'imposer sur son visage.
Elle venait de franchir une limite dont on ne revient pas. L'autre policier est intervenu. En moins de 30 secondes, Aurora était menottée, criant que c'était injuste et que j'avais tout orchestré. Ils l'ont mise à l'arrière de la voiture de police. Un des agents est monté à mon appartement pour prendre ma déposition. Je lui ai tout raconté, montré les messages, expliqué la situation. Elle est inculpée pour agression sur agent et trouble à l'ordre public, m'a-t-il dit. Et ses affaires? Ça, c'est entre vous deux. Mais à votre place, je les ferai enlever d'ici demain, pour qu'elle n'ait plus de raison de revenir. Après leur départ, avec Aurora toujours en train de crier à l'arrière de la voiture, j'ai appelé une entreprise de débarras. J'ai payé $200 pour qu'ils viennent tout récupérer dans le parking et l'emporter. Les meilleurs $200 que j'ai jamais dépensés. Le lendemain matin, j'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement temporaire, en mentionnant le rejet de Noël, la tromperie, l'incident du parking et son arrestation. Le juge l'a accordé immédiatement. Aurora n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon appartement ou de mon lieu de travail. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de numéros inconnus. Des messages vocaux de la mère d'Aurora, de sa sœur, de ses amis. Tous en train de me crier dessus pour avoir fait arrêter Aurora, pour avoir jeté ses affaires, pour avoir détruit sa vie. D'accord, attendez une seconde, là, c'est moi. 17 appels. 17. Et j'ai besoin que vous preniez vraiment un moment pour réaliser ce chiffre. Parce que ça, c'est la partie de l'histoire qui explique tout sur Aurora. Pas le crachat. Pas la tromperie. Même pas l'histoire des cookies utilisés comme arme. C'est au moment. 17 personnes dans sa vie qui, immédiatement, presque par réflexe, appellent l'homme qu'elle a blessé pour la défendre. Voici la vérité dérangeante, Aurora n'est pas devenue ce qu'elle est dans le vide. Personne ne le devient. Derrière ces 17 appels, il y a toute une vie de gens qui lui ont trouvé des excuses, qui ont justifié son comportement, qui lui ont dit qu'elle avait raison quand elle avait tort, et qui l'ont protégé des conséquences naturelles de ses propres actes. Réfléchissez-y, Aurora a craché au visage d'un homme devant toute sa famille. Elle a annoncé qu'elle le trompait. Elle l'a humilié publiquement la veille de Noël. Et pourtant, le lendemain matin, le premier réflexe de son entourage est d'appeler la victime pour lui crier dessus. C'est une femme qui a été sauvée toute sa vie. Par sa mère. Par ses amis. Par Carter. Par Oliver. Toujours quelqu'un pour réparer ses dégâts, pour la présenter comme la victime, pour s'assurer qu'elle n'ait jamais à vraiment se confronter à elle-même. Et c'est exactement pour ça que l'incident des cookies est arrivé. C'est pour ça qu'elle ne pouvait sincèrement pas comprendre pourquoi Carter ne voulait pas simplement la reprendre. Elle n'a jamais, de toute sa vie, été réellement tenue responsable par quelqu'un qui l'aimait. Bloquer ces 17 numéros. Tous. Parce que ces gens ne sont pas seulement le problème d'Aurora. Ils font partie de ceux qui l'a créé. Maintenant, retour à l'auteur du post. J'ai bloqué tous les numéros et je suis allé travailler. Le travail, c'était bien. C'était un endroit où les gens se comportaient comme des adultes. J'ai passé la journée à examiner des plans pour un nouveau complexe de bureaux en centre-ville, à vérifier les calculs, à m'assurer que tout respectait les normes, des choses normales qui n'impliquaient pas d'ex-petit ami psychotique. Mais le travail était aussi étrange ce jour-là. Mes collègues me regardaient comme s'ils voulaient dire quelque chose, sans savoir comment s'y prendre. Brian est finalement venu à mon bureau pendant la pause déjeuner, s'est assis et a simplement dit « Mec, j'ai entendu. C'est dur. » Personne d'autre ne savait quoi dire. Ils avaient tous rencontré Aurora lors d'événements de l'entreprise. Quelques personnes m'ont tapé maladroitement sur l'épaule au cours de la journée. Une femme de la comptabilité m'a apporté des cookies faits maison, puis a immédiatement eu l'air horrifié par son choix, comme si les cookies étaient devenus un sujet sensible. Dans l'après-midi, j'ai reçu un email d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai ouvert, ma tension est montée d'un coup. Il venait d'Oliver, ou de quelqu'un utilisant son nom. Objet, on doit parler. Le message était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, beaucoup de menaces, disant que je l'avais attaqué, que j'allais payer pour ce que j'avais fait, qu'il allait s'assurer que tout le monde sache quel genre de personne j'étais, qu'il allait contacter mon employeur pour dire que j'étais violente et instable. Je l'ai transféré à mon adresse personnelle pour garder une trace, puis je l'ai bloqué. 2 heures plus tard, un autre email. Celui-ci plus long, plus détaillé, et nettement plus menaçant. Il allait trouver où je travaillais. Il allait parler de moi sur les réseaux sociaux. Il allait me rendre la vie impossible. Je l'ai également transféré. Le lendemain matin, Oliver est passé à l'action. Il avait trouvé l'adresse email publique de mon entreprise et envoyé un message à ce qu'il pensait être mon patron, mais qui était en réalité la boîte mail générale des ressources humaines. Le message était incroyable. Il affirmait que j'étais instable, dangereux, et qu'on ne pouvait pas me faire confiance avec des clients ou des projets. Il disait que je l'avais violemment attaqué sans provocation. Il exigeait que je sois licencié immédiatement, car je représentais un risque. Le problème avec sa stratégie? Il avait envoyé ça depuis son adresse email professionnelle. Sa signature indiquait son employeur, Prestige Fitness, où il était apparemment coach sportif. La responsable RH m'a appelé dans son bureau cet après-midi-là. « Carter, j'ai reçu un email étrange à ton sujet ce matin. Tu veux m'expliquer ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté.
La demande en mariage, le rejet, les affaires dans le parking, la bagarre, l'arrestation d'Aurora, tout. Je lui ai montré les emails d'Oliver, le rapport de police, l'ordonnance d'éloignement. Elle a tout écouté, pris des notes, puis a hoché la tête. D'accord. Donc ce type est le petit ami de ton ex, et il te harcèle au travail parce que tu t'es défendu quand il t'a attaqué. Exactement. Et il a envoyé cet email depuis son adresse professionnelle dans une salle de sport? Oui. Elle a réfléchi un instant. Je vais contacter son employeur et leur signaler qu'un de leurs employés utilise les ressources de l'entreprise pour harceler et menacer notre personnel. J'aurai besoin de ton autorisation pour partager les informations pertinentes. Tu l'as. Donne-moi quelques semaines pour gérer ça correctement par les voies officielles. Je n'ai pas demandé ce qu'elle comptait faire. Je l'ai simplement remercié et suis retourné travailler. 3 semaines plus tard, le compte Instagram d'Oliver a disparu. Ses publications Facebook publiques aussi. Son profil sur le site de Prestige Fitness n'existait plus. Brian est passé à mon bureau vers midi. Et, t'as vu? Le coach qui te harcelait s'est fait virer. Comment tu sais ça? Ma femme va à Prestige Fitness. Apparemment, le patron a reçu un email de vos RH expliquant qu'un de ses employés utilisait les ressources de l'entreprise pour harceler et menacer des gens. Ils ont vérifié ces emails et l'ont licencié la semaine dernière. La responsable RH était une vraie légende. Elle avait contacté le siège de Prestige Fitness, expliqué la situation en termes juridiques clairs, et signalé que leur employé créait un risque légal. Le siège avait ensuite contacté le propriétaire de la franchise, qui avait examiné les emails d'Oliver. Oliver s'est retrouvé sans emploi en quelques jours. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Pas une seconde. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'y a poussé. Allô? C'est Oliver. Sa voix était différente. Plus faible. Brisée. Rien à dire. Écoute, mec, j'ai merdé. J'aurais pas dû essayer de me battre avec toi. J'aurais pas dû envoyer ces emails. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai rien besoin de comprendre. S'il te plaît, écoute juste 1 minute. Contre mon meilleur jugement, je n'ai pas raccroché. Après que tu m'as cassé le nez, Aurora et moi sommes rentrés chez moi. Je pensais qu'elle serait inquiète pour moi. Mon nez était clairement cassé. Je ne pouvais pas respirer. Mon visage était complètement gonflé. On aurait dit que j'avais été renversé par un camion. Il a marqué une pause. J'ai entendu sa respiration trembler. Elle était en colère. Pas contre toi. Contre moi. Elle s'est mise à me crier dessus, disant que j'étais censé la défendre, que j'étais censé te gérer, et que j'avais échoué. Elle m'a traité de pathétique, de faible, disant qu'un vrai homme l'aurait protégée. Il s'est arrêté. Puis elle m'a frappé. Elle m'a giflé, disant que je l'avais humiliée, que je l'avais fait passer pour une idiote devant toi. Oliver, je suis un lâche. D'accord? Je le sais maintenant. Je t'ai attaqué parce qu'elle le voulait. J'ai envoyé ces emails parce que je pensais que ça la rendrait heureuse. J'ai fait tout ce qu'elle voulait parce que je pensais, je ne sais même pas ce que je pensais. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que je suis désolé. Vraiment désolé. Tu avais raison sur tout. Elle n'en vaut pas la peine. Rien de tout ça n'en valait la peine. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon appartement parce que je ne peux plus payer le loyer. Et j'ai perdu le peu de respect que j'avais encore pour moi-même. Silence. Bref, voilà. Je voulais juste m'excuser. Pour tout ça. Tu ne méritais rien de tout ça. Tu te défendais simplement, toi et ta propriété. C'est moi qui ai rendu ça physique. C'est ma faute. D'accord. Il a raccroché. Je suis resté là un moment, le téléphone encore à la main, en me demandant quel genre de personne pouvait manipuler quelqu'un à ce point. D'accord, arrêtons-nous un instant ici. Oliver appelle Carter. Nez cassé, boulot perdu, probablement assis quelque part, complètement humilié. Et au lieu de menaces, au lieu de fanfaronnades, il s'excuse. Sincèrement. Et puis il dit à Carter quelque chose qui change complètement la perspective de toute cette histoire. Aurora est rentrée après la bagarre sur le parking, le visage d'Oliver détruit, du sang partout, et au lieu de s'inquiéter pour lui, elle était furieuse contre lui d'avoir perdu. Voici la vérité dérangeante, Aurora n'aimait pas Oliver non plus. Oliver était un outil. Carter était un outil. Les 2 hommes remplissaient simplement des fonctions différentes dans sa vie. Carter, c'était la stabilité financière. Oliver, c'était la validation de son ego, l'excitation, celui qui la faisait se sentir désirée. Aucun des deux n'était un véritable partenaire pour elle. Ils étaient juste des ressources qu'elle gérait. Et Oliver, ce type qui est arrivé sur le parking, gonflé à bloc, prêt à jouer les durs, était tout aussi piégé que Carter. Mais d'une autre manière. Il essayait de gagner de l'amour en se prouvant, en se battant, en faisant tout ce qu'elle voulait. Ça vous dit quelque chose? 2 hommes complètement différents. La même manipulation. Un emballage différent. Le véritable méchant de cette histoire n'est même pas si compliqué. C'est simplement quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer sans utiliser les autres. Et c'est, honnêtement, l'une des choses les plus tristes qu'on puisse être. Maintenant, retour à l'auteur du post. 3 mois et demi ont passé.
3 mois et demi de paix, de calme et absolument aucun drame. J'allais au travail, je passais du temps avec mes amis, je rendais visite à mes parents le week-end, je me suis remis à aller plus souvent à la salle de sport, j'ai repris des hobbies que j'avais laissés de côté pendant ma relation avec Aurora. Mon appartement était redevenu le mien. J'avais enlevé toutes nos photos et les avais remplacées par de vraies œuvres d'art. J'ai acheté de nouveaux meubles qui me plaisaient vraiment, au lieu de ceux qu'Aurora avait insisté pour avoir. J'ai même adopté un chien, un bâtard recueilli nommé Max, qui était simplement heureux d'avoir un foyer. La vie était simple, sans complications, exactement ce dont j'avais besoin. Brian essayait toujours de me présenter une amie de sa femme de l'église. Je suis sorti une fois avec elle. Elle était gentille, douce, mais je n'étais pas prêt pour quelque chose de sérieux. Je le lui ai dit honnêtement, et elle l'a apprécié. J'ai vu quelques autres personnes de manière occasionnelle. Rien de sérieux. Rien de compliqué. Juste des relations normales d'adultes où chacun avait un travail, payait ses propres dépenses, et ne s'attendait pas à ce que je finance toute son existence. C'était rafraîchissant. Ma sœur Kelsey suivait Aurora sur les réseaux sociaux. Apparemment, Aurora était retournée vivre chez ses parents, travaillait dans l'entreprise de son père dans un poste administratif, et avait supprimé la plupart de ses publications. Elle a l'air misérable, a rapporté Kelsey lors d'un dîner familial début avril. Genre vraiment malheureuse. Elle a posté hier une citation sur la trahison et les problèmes de confiance. Tant mieux, a dit ma mère sans même lever les yeux de son assiette. Elle l'a mérité. Mon père a juste secoué la tête. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'ait rejeté la veille de Noël. À mon époque, ça aurait mérité une humiliation publique. À ton époque, les gens se mariaient à 20 ans et restaient ensemble par dépit, ai-je répondu. Exactement. Et regarde à quel point ça a bien marché. Ma mère lui a lancé un petit pain. La vie était belle. Normale. Comme elle aurait dû l'être. Et puis, à la mi-avril, Aurora a décidé de faire une dernière apparition. Je voyais quelqu'un de manière occasionnelle. Elle s'appelait Sophia. C'était une infirmière à l'hôpital du centre-ville. Une personne normale. Elle payait ses propres factures. Elle avait sa propre voiture. Elle ne s'attendait pas à ce que je finance son mode de vie. Un samedi après-midi de mi-avril, Sophia et moi étions chez moi à regarder un film. Max était allongé par terre. Tout était calme et paisible. Puis quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis levé, j'ai regardé par le Judas, et elle était là. Aurora. Debout dans le couloir, tenant ce qui ressemblait à une assiette recouverte de papier aluminium. J'ai ouvert la porte. Aurora avait changé. Plus mince, fatiguée. Ses cheveux n'étaient plus coiffés comme avant. Elle ne portait pas de maquillage. Elle était en jean et t-shirt simple, au lieu des vêtements de marque qu'elle exigeait autrefois. « Salut », a-t-elle dit doucement. Sa voix était calme, presque douce. « Qu'est-ce que tu veux, Aurora ? Je voulais juste parler. Je peux entrer ? » Elle a levé l'assiette. « Je t'ai fait des cookies. Tes préférés, au chocolat. Je me souvenais que tu aimais ceux avec plus de pépites. Tu ne peux pas être ici. Il y a une ordonnance d'éloignement. Je sais. Mais je voulais juste m'excuser. Pour tout. » Elle a baissé les yeux vers l'assiette puis m'a regardé. « S'il te plaît. Juste 5 minutes. Je ne ferai pas d'histoire. Je te le promets. » Sophia est apparue derrière moi. « Salut, tout va bien ?» Les yeux d'Aurora se sont posés sur Sophia. Tout son corps s'est raidi. Son expression douce s'est immédiatement brisée. « C'est qui, elle ? » ?»« Aurora, tu dois partir. Maintenant. »« Non. » Sa voix montait. « Tu es déjà passé à autre chose ? Ça fait quoi ? 3 mois ? Et tu m'as déjà remplacé ? J'appelle la police, ai-je dit en sortant mon téléphone. Avec elle ? Les yeux d'Aurora étaient fixés sur Sophia, pupilles dilatées, respiration accélérée. Sérieusement ? Tu es avec cette personne ? Après tout ce qu'on a vécu ? Sophia a reculé instinctivement. Je me suis légèrement déplacé pour bloquer la vue d'Aurora. Aurora, pars maintenant ou j'appelle le 911. Je suis venu m'excuser, cria-t-elle. Je t'ai fait des cookies. J'ai passé toute la matinée à essayer de les rendre parfaits, et toi tu es là avec une fille sortie de nulle part que tu as sûrement rencontrée il y a 5 minutes. Je commençais à composer le numéro. N'ose pas. Sa voix est devenue basse, menaçante. N'ose pas les appeler. Tu violes une ordonnance d'éloignement. Tu dois partir. C'est moi qui dois partir ? Moi. Elle criait maintenant. Je t'ai donné 3 ans de ma vie. 3 ans. Et tu me jettes pour elle ? Elle a regardé Sophia, qui s'était encore reculée dans l'appartement. Max commençait à aboyer. Tu crois que tu es spécial ? Cria Aurora à Sophia. Tu crois qu'il tient vraiment à toi ? Il t'utilise juste pour m'oublier. Tu n'es rien. Juste un rebond. Une remplaçante, jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il a perdu. Aurora. Ai-je commencé ? Elle m'a coupé. J'étais censé t'épouser. Cette bague, aussi pathétique soit-elle, elle devait être à moi. On était censé construire une vie ensemble. Et toi, tu vas tout donner à elle ? C'est fini. Ça l'est depuis Noël. C'est toi qui as fait ce choix. J'ai fait une erreur. Les larmes coulaient sur son visage, mais son expression restait remplie de rage. Les gens font des erreurs. Mais apparemment,
Toi, tu es trop parfait pour pardonner. Elle a retiré le papier aluminium de l'assiette. Les cookies avaient l'air brûlés, durs comme de la pierre. Elle en a attrapé un. Tu ne veux pas de mes excuses? Tu ne veux pas de ces cookies? Très bien. Elle l'a lancé violemment. Il est passé à côté de ma tête et a frappé le mur derrière moi avec un bruit sourd, laissant une marque sur la peinture. Aurora, arrête. Mais elle avait déjà attrapé un autre cookie, puis un autre, les lançant dans tous les sens. L'un a frappé l'encadrement de la porte. Un autre est entré dans l'appartement. Ils ne se brisaient pas à l'impact. Ils étaient durs comme des pierres. 911, quelle est votre urgence? L'appel était passé. Mon ex-petite amie viole une ordonnance d'éloignement et lance des objets. Aurora a laissé tomber l'assiette. Les cookies se sont dispersés dans le couloir, mais elle ne les regardait plus. Elle fixait Sophia. Toi. Siffla-t-elle. Tout est de ta faute. Elle s'est précipitée, pas vers moi, mais vers Sophia. Elle essayait de me contourner, les mains tendues, le visage déformé par la rage. Je lui ai attrapé le bras et l'ai tiré en arrière. Elle a trébuché, puis s'est rapidement reprise, me poussant pour entrer dans l'appartement. Éloigne-toi de lui, cria-t-elle à Sophia. Il est à moi. Il l'a toujours été. Sophia s'était reculée jusqu'au fond du salon. Max aboyait comme un fou. Aurora griffait maintenant mes bras, essayant de passer. Je tenais la porte, utilisant mon corps pour bloquer l'entrée. Elle était étonnamment forte, portée par l'adrénaline et la rage. Monsieur, êtes-vous toujours en ligne? Demanda l'opératrice. Oui. Elle essaie de forcer l'entrée et d'attaquer ma petite amie. Les agents arrivent dans 3 minutes. Restez en ligne. Aurora continuait de pousser, essayant de me contourner. Ses ongles ont entaillé mon avant-bras, laissant des griffures. Elle pleurait et criait de manière incohérente. Tu as tout gâché. Tout. J'allais arranger les choses, j'allais réparer. Elle a ramassé un cookie tombé au sol, a pris de l'élan et l'a lancé vers la tête de Sophia. Sophia s'est baissée. Le cookie est passé au-dessus d'elle et s'est écrasé contre la fenêtre avec un bruit sec qui m'a fait croire un instant que la vitre s'était brisée. Je te déteste, hurla Aurora à Sophia. Je te déteste tellement. Elle s'est baissée pour en ramasser d'autres et les a lancés dans l'appartement. Ils étaient comme des projectiles. L'un a frappé la télévision. Un autre le canapé. Un autre la lampe. Puis les sirènes ont retenti. Aurora les a entendus aussi. Ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a regardé, puis a regardé les escaliers, puis de nouveau moi. Non, non. Tu ne les as pas vraiment appelés. Je t'avais dit que je le ferais. Mais je voulais juste parler, je voulais juste que tu reviennes. 2 policiers sont apparus en haut des escaliers. Ils ont immédiatement compris la situation, Aurora dans le couloir, entourée de cookies éparpillés, des griffures sur mes bras, des cookies partout dans mon appartement. Madame, éloignez-vous de la porte, a dit l'un des agents. Aurora s'est tournée vers eux. Il m'a attaqué. Je suis venu pacifiquement, et il m'a agressé. L'agent m'a regardé, puis a observé les griffures sur mes bras, Sophia au fond de l'appartement, visiblement terrorisée, et Max aboyant sans arrêt. Monsieur, allez-vous bien? Oui. Elle a violé une ordonnance d'éloignement, a tenté de forcer l'entrée de mon appartement et a essayé d'attaquer ma petite amie. Ce n'est pas vrai, cria Aurora. Je suis venu m'excuser. Je lui ai fait des cookies, et il a paniqué. Le second agent s'est penché et a ramassé un cookie. Il l'a serré, puis a regardé son collègue avec un sourcil levé. Madame, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ça? Du béton? Ce sont des cookies. Il l'a fait rebondir dans sa main comme une balle de baseball. Ce ne sont pas des cookies. Ce sont des armes. On pourrait assommer quelqu'un avec ça. Son collègue essayait de ne pas sourire. Vous avez oublié le bicarbonate de soude ou quoi? Arrêtez de vous moquer de mes cookies, hurla Aurora. Je ne me moque pas. Je suis vraiment inquiet pour leur solidité. Mes enfants font de meilleurs cookies avec de la pâte toute prête du magasin. Il s'est tourné vers moi. Monsieur, est-ce que l'un de ces cookies vous a touché? Quelques-uns ont frappé les murs. Un a touché ma télé. Il a examiné celui qui s'était brisé contre l'encadrement de la porte. Ouais, je comprends. Ces trucs sont dangereux. Puis il s'est tourné vers Aurora. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance d'éloignement, tentative d'agression et dégradation de biens. Quoi? Non. C'est ridicule. Je voulais juste lui parler. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Aurora s'est mise à pleurer encore plus fort, mais cette fois c'était une panique totale. Elle a tenté de se débattre quand l'agent a attrapé son bras. Ne me touchez pas. Je n'ai rien fait de mal. Madame, mettez vos mains derrière votre dos. Non. Ce n'est pas juste. C'est lui qui a tout gâché. Ils ont dû la retourner de force et la menotter. Elle pleurait toujours, protestait toujours, répétant que c'était un malentendu. Le premier agent est resté pour recueillir les témoignages pendant que l'autre emmenait Aurora vers la voiture de police. On pouvait encore l'entendre crier dans les escaliers. Je lui ai montré l'ordonnance d'éloignement sur mon téléphone. Je lui ai expliqué toute la situation. Sophia a aussi donné sa version, la voix tremblante mais claire. Il a pris des photos de tout, les cookies éparpillés, les marques sur les murs et la télévision, les griffures sur mes bras, l'impact sur l'encadrement de la porte.
Elle sera inculpée pour plusieurs chefs d'accusation, a-t-il dit. La violation de l'ordonnance est grave. La tentative d'agression et les dégâts matériels s'ajoutent. Avec les blessures que vous avez et la menace envers votre petite amie, le procureur demandera probablement une peine de prison. Combien? Ça dépend de son casier et de l'accord qu'elle acceptera, si elle en accepte un, mais je m'attendrai à au moins 30 à 60 jours, plus une mise à l'épreuve et une thérapie de gestion de la colère. Après son départ, Sophia et moi sommes restés dans mon appartement, regardant les débris de cookies sur le sol. Max s'était enfin calmé et les reniflait avec méfiance. Donc, dit Sophia prudemment, c'était ton ex? Oui. Elle a essayé de m'attaquer avec des armes artisanales déguisées en cookies. En gros. Sophia regarda les morceaux cassés partout, les marques sur les murs, les griffures sur mes bras. C'est beaucoup pour un 6e rendez-vous. C'est juste. Mais appelle-moi quand tu auras tout nettoyé, et peut-être quand tu sauras qu'elle va vraiment aller en prison pour un moment. Elle marqua une pause. Et peut-être investie dans une caméra de sonnette. Elle m'embrassa sur la joue et partit. Je suis resté là, seul avec Max, qui avait finalement décidé que les cookies ne valaient pas la peine. N'essaie pas de manger ça, lui dis-je. Tu vas te casser toutes les dents. J'ai pris des photos de tout pour mes dossiers et commencé à passer des appels. D'abord à Kelsey, puis à mon propriétaire pour les dégâts. Il est arrivé 1 heure plus tard. Il a regardé les débris de cookies au sol, la marque sur le mur, la petite bosse dans l'encadrement de la porte. Il a ramassé un morceau de cookie cassé et l'a examiné. Donc, dit-il lentement, c'est ton ex-petite amie qui a fait ça? Oui. Avec des cookies. Il a serré le morceau entre ses doigts. Il n'a pas bougé. Quel genre de cookie est aussi dur? Elle a utilisé du ciment? Apparemment pas de bicarbonate et beaucoup trop de farine. Il a éclaté de rire. Eh bien, c'est une première. En 30 ans comme propriétaire, j'en ai vu des choses. Mais quelqu'un qui transforme des pâtisseries en armes, jamais. Il regarda les dégâts sur le mur. Tu vas devoir payer les réparations. Enduit, peinture, et je dois vérifier l'encadrement de la porte. Elle est inculpée. Je m'occuperai de tout ce qu'il faut. Bien. Documente tout. Photos, rapport de police, tout. Il marqua une pause. Et la prochaine fois, n'ouvre pas la porte. Leçon retenue. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Aurora avait accepté un accord, 45 jours de prison, 18 mois de mise à l'épreuve, thérapie obligatoire de gestion de la colère, et remboursement des dommages. Cela incluait les réparations du mur, de l'encadrement de la porte, le remplacement de l'écran de télévision, et mes frais médicaux pour les griffures au bras. Le total s'élevait à 12,40 $. L'ordonnance d'éloignement a été prolongée de 5 ans supplémentaires. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Sophia et moi sommes toujours ensemble. Max l'adore. Ma famille l'adore. Elle paie ses propres dépenses, a sa propre vie, et me traite comme un partenaire égal, pas comme un distributeur automatique. La bague à 8200 $ est toujours dans un coffre. Peut-être qu'un jour je l'utiliserai pour quelqu'un qui le mérite vraiment. Ou peut-être que je la vendrai. Je n'ai pas encore décidé. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Écoutez, Aurora n'était pas juste une mauvaise petite amie. Elle était réellement, presque de manière impressionnante, autodestructrice. Elle a eu toutes les occasions de se ressaisir, après Noël, après la bagarre sur le parking, après l'ordonnance d'éloignement, et à chaque fois, elle a choisi pire. L'histoire des cookies. Ce n'était pas du chagrin. C'était quelqu'un qui, de toute sa vie, n'avait jamais affronté de vraies conséquences, et qui, en y étant enfin confronté, a complètement perdu le contrôle. Et je pense que c'est ça, le plus important à retenir de cette histoire. Aurora a passé des années à être encouragée dans ses comportements. Carter payait tout, excusait tout, se disait que ça finirait par s'équilibrer. Et ça, ce n'est pas seulement sa faute à elle, c'est aussi la sienne, et je pense qu'il le reconnaîtrait aujourd'hui. Quand tu ne tiens jamais quelqu'un responsable de ses actes, tu ne l'aimes pas. Tu es juste en train de préparer une explosion encore plus grande pour plus tard. Maintenant, Carter, honnêtement, il a mieux géré la situation que la plupart des gens. Est-ce que jeter ses affaires par la fenêtre était un peu dramatique? Oui. Mais l'ordonnance d'éloignement, le fait de tout documenter, de rester calme quand c'était important, ça, c'était intelligent. Et le fait qu'il ait accordé à Oliver, de tous les gens, un vrai moment de bienveillance quand il a appelé pour s'excuser. Ça en dit long sur qui est réellement Carter. Puis il y a Oliver. Honnêtement, c'est le personnage le plus tragique ici. Il a été complètement utilisé, a perdu son travail, son appartement, s'est fait casser le nez, tout ça parce qu'il jouait les durs pour une femme qui ne le respectait même pas. Le moment où Aurora s'est mise à lui crier dessus après tout ce qui s'est passé, ça révélait tout. La vraie leçon ici est assez simple, faites attention à la manière dont quelqu'un traite les autres, et faites-y attention tôt. Aurora a montré à Carter qui elle était à plusieurs reprises avant ce fameux réveillon de Noël. Le sentiment de droit financier, la défensive, le gaslighting, tous les signes étaient là. On se convainc juste que l'amour va réparer les gens, mais ce n'est pas le cas. Trouvez quelqu'un qui est votre partenaire égal. Pas votre dépendant. Pas votre projet. Carter l'a compris.
Sophia a l'air d'être une bonne personne. Max approuve clairement, et honnêtement, le jugement de Max semble fiable. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans le prochain épisode.